never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler des santé sexuelle et des préventions. Aujourd'hui, nous partons à Mayotte et c'est aussi l'occasion de saluer notre nouvelle radio partenaire Mayotte FM. Comme d'habitude, après, nous passerons aux annonces du cœur pour terminer avec notre revue des presses de la semaine. Pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 40 40 90 25. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sur notre site comitedesfamilles.net ou bien passer par notre compte XVH Radio ou notre page Facebook Comité des familles. Mais surtout, n'oubliez pas que nous sommes un podcast sur notre site, mais aussi sur Apple Podcast, Spotify et Audioblog. Et bonjour à Monsef Moudouar, directeur de l'association Narikem Sada de Mayotte. Bienvenue. Bonjour Christina, bonjour les auditrices et auditeurs de l'émission. J'espère d'avoir bien prononcé parce qu'entre ton nom de famille et les noms de l'association, j'avoue que c'était une épreuve pour moi ce matin. Là, tu t'en es très bien sorti. Voilà, j'ai déjà appris bien prononcer Narikem Sada. Tout à fait. Le nom de cette association, ça veut dire ? Qui veut dire luttons ensemble. Ouais, c'est magnifique. Oui. Rien que ça, c'est vraiment magnifique. Je suis très contente d'avoir Monsef en plateau. Pour nos auditeurs qui nous connaissent, ils l'ont déjà entendu à l'antenne de Vivre avec les VIH, mais c'est la première fois que nous le recevons en plateau. Et c'est aussi l'occasion parce que depuis seulement quelques semaines, nous avons une nouvelle radio partenaire, Mayotte FM, parce que comme nos auditeurs le savent, cette émission est diffusée, bien sûr, sur Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio dans laquelle nous enregistrons, mais sur 17 radios partenaires en toute France et dans les Drom-Tom. Et bien sûr, nous sommes aussi un podcast, comme je dis tout à l'heure en introduction. Alors, Monsef, bien sûr, on est là pour parler de l'association, de la situation à Mayotte. Je voudrais d'abord commencer par ça. On a entendu récemment parler des Mayotte. Est-ce que tu veux nous dire comment c'est réellement la situation en ce moment? Alors, la situation à Mayotte actuellement, elle est très tendue, très délicate. C'est une situation de multicrise. On a connu pendant plusieurs mois, c'est toujours en cours, une crise de l'eau. C'est-à-dire que nous n'avions pas d'eau dans le robinet. Et même quand il y en avait, elle n'était pas potable, on ne pouvait pas la consommer. Cela est dû parce que nous sommes dépendants de la saison des pluies, c'est-à-dire que s'il ne pleut pas, nous n'avons pas d'eau. Et donc là, la saison de pluie, elle a démarré tranquillement. Donc les retenues collinaires se remplissent petit à petit, ce qui fait que au lieu d'avoir 3-4 jours sans eau dans le robinet, ben là, je crois qu'on est passé à 3 jours, voire 2 jours sans eau. Donc la situation va reprendre son cours normalement, en espérant que les autorités vont anticiper la prochaine saison des pluies et qu'il y aura des choses qui seront faites pour que nous ne soyons plus confrontés à ce genre de situation, parce que être sans eau, c'est quand même l'un des besoins les plus vitaux et que ce n'est pas normal, c'est inadmissible au XXIe siècle dans un département français. À part cette crise de l'eau, actuellement, il y a une crise sociale
Il y a des barrages un peu partout. Par rapport les citoyens, la population en a marre, parce qu'on a une situation d'insécurité depuis des années à Mayotte, qui fait que les gens n'ont pas la liberté de circuler normalement. Quand on sort, on prend sa voiture, on prend le risque d'être attaqué, d'être caillassé, d'être blessé. Donc aujourd'hui, la population en a marre et elle l'exprime. À cela s'ajoute aussi une crise migratoire qui fait exacerber les choses. Et donc notamment, il y a eu un campement récemment de migrants, de demandeurs d'asile dans un stade en pleine ville. Et forcément, la population s'est mobilisée pour demander aux services de l'État de se donner les moyens d'accueillir les gens dans les meilleures conditions. Et voilà un peu la situation en vigueur actuellement à Mayotte. Pour revenir sur 2 points des choses que tu viens de dire, du coup, quand tu dis qu'il y a de l'insécurité, on risque de se faire agresser, c'est une délinquance, entre guillemets, généralisée due à la pauvreté qu'il a un peu partout, ou c'est quoi? Ou c'est lié aux drogues Une délinquance généralisée, effectivement. Il y a certainement dans ce public-là des gens qui consomment des produits, que ce soit de l'alcool ou différentes drogues. Mais pour autant, la conséquence, elle est celle-là. C'est que personne n'est libre de circuler. Vous roulez ou vous marchez tout simplement. À certaines heures en fin de journée, au début de soirée, la vie n'est plus ce qu'elle était. On rentre chez soi, on s'enferme. Il y a quelque chose qui vous marque quand vous arrivez à Mayotte, c'est que la première chose que vous remarquez, c'est que toutes les maisons ont des barreaux et des barbelés. En fait, nous sommes en prison chez nous. Et ça, ce n'est plus possible. Nous vivons dans la terreur. C'est un terrorisme qui ne dit pas son nom. C'est physique, c'est psychologique. Beaucoup ne dorment pas, dorment d'un seul œil. Moi, par exemple, je dors d'un seul œil. C'est parce qu'au moindre bruit, on ne sait pas, c'est des gens qui peuvent entrer chez toi pour vous violenter, vandaliser, etc., etc. Donc c'est assez terrible, c'est assez... Et ça dure depuis longtemps, cette situation si extrême? Ça fait des années. Ça fait des années. Il y a ce sentiment généralisé par la population d'être abandonnée. Comme j'aime à le dire, à Mayotte, on a ce sentiment de manquer de république. C'est terrible. Oui, d'être abandonné, d'être éloigné. Ouais. Et aussi, tu parlais de crise migratoire. Les migrants qui arrivent à Mayotte veulent aller où? Ils veulent venir ici. Ici, suppose, à Paris, en France. Ici, en France, en Europe, enfin là où ils peuvent aller. Je pense que l'objectif n'est pas de rester à Mayotte, parce que quand on migre, on cherche un meilleur vivre. Et à Mayotte, on peut vivre mieux ailleurs, c'est clair. Donc, d'une manière générale, en tout cas, tous ceux que je connais, que je fréquente, c'est clair que pour eux, Mayotte, c'est une étape. L'idée, c'est s'ils arrivent à avoir ce qu'on leur accorde l'asile, qu'ils puissent venir ici ou en Europe.
Et pour l'instant, du coup, récemment, toute la crise liée à la nouvelle loi asile-immigration, est-ce qu'à Mayotte aussi, il a eu des protestations comme métropole? Mais pas les mêmes protestations, j'ai envie de dire. Les gens sont plutôt favorables à cette loi, peut-être pas dans tous les détails, mais derrière cette loi, les gens comprennent que on va s'occuper de l'immigration. Alors, pas que les Mahorais n'aiment pas les migrants, loin de là. C'est juste que il y en a trop. On a quand même plus de 50% de la population qui est étrangère, voire en situation irrégulière. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est que Mayotte reste une petite île de 374 km², donc pas extensible. Et nous sommes beaucoup trop. Et pour te faire une image, c'est... imagine une 205 Peugeot. Pour ne pas faire la pub de Peugeot, qui est conçu pour transporter 5 personnes. En serrant bien, on peut embarquer 30-40 personnes sur cette voiture. Sur le toit, dans le coffre, sur le capot. Oui. La voiture ne roulera pas vite, mais elle avancera. En ce qui concerne Mayotte, la 205, il y a 200 personnes qui veulent monter dessus. Ah, d'accord. Donc elle ne bouge plus. Et c'est de ça que les Mahorais disent, en fait. Parce que ça impacte beaucoup de choses. Ça impacte la santé, ça impacte l'éducation. Tu envoies ton gamin à l'école le matin, mais à midi, on lui dit, tu rentres à la maison, tu laisses la place à quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a pas suffisamment de classe. Il faut s'alterner. Voilà. Tous les jours, nous sommes la plus grosse maternité d'Europe. Tous les jours, n'est l'équivalent d'une salle de classe à Mayotte. C'est pas possible. Donc ça veut dire que chaque jour, il faudrait construire une salle de classe. Et bien entendu, ça ne se fait pas. Donc c'est tout ça, c'est la somme de toutes ces choses-là depuis des années qui font que là, aujourd'hui, on est arrivé à une super saturation. Et que pour tout le monde, ça impacte tout le monde. Donc on espère que les autorités trouveront des solutions rapidement pour que dans ce territoire, qui est un très beau territoire, qu'il fasse meilleur vivre qu'aujourd'hui. Oui. Et tu disais, tout ça, bien sûr, ça impacte aussi la santé, que c'est le cœur de notre émission, que j'imagine que c'est le cœur aussi de l'association dont tu es le directeur. Association, on se disait tout à l'heure hors antenne, qui était fondée, c'est-à-dire vous avez commencé à percevoir des financements en 2013. En 2016. En 2016. Ouais. Et du coup, est-ce que tu veux nous parler un peu de la genèse de cette association? Pourquoi décider de fonder cette association pour lutter ensemble? Lutter contre quoi? Alors, l'association Narekem Sada existe depuis 2003. Je fais partie des membres fondateurs. Et je me rappelle à l'époque, c'est la rencontre de personnes qui faisaient les mêmes constats sur les comportements qui étaient les nôtres en termes de santé sexuelle. Donc, dans le lot, il y avait des personnes qui travaillaient à l'éducation nationale, des profs, donc qui rapportaient un peu ce qu'ils observaient dans leurs établissements respectifs. Et de se demander qu'est-ce que nous pouvons faire. Ma foi, on s'est dit se monter en association et voir comment on peut sensibiliser dans un premier temps le milieu scolaire. Et assez vite, on s'est dit, en fait, c'est
toute la population qu'il faut sensibiliser. Et une fois qu'on a commencé ça, on s'est dit, mais oui, c'est bien de sensibiliser, mais les personnes qui vivent déjà avec le VIH, ils avaient certes une prise en charge médicale, mais après, il n'y avait rien pour eux. Donc voilà un peu la genèse de cette association pour répondre à ces besoins-là que nous avions identifiés. Donc de 2003 à 2016, on a été à 200% dans le bénévolat. Et en 2016, on a commencé à avoir des financements publics qui nous ont permis de structurer petit à petit l'association, avoir des professionnels salariés qui, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Mais pour autant, malgré que nous n'avions pas de financement, nous avions quand même animé une ligne d'écoute pendant une dizaine d'années, de 2004 à 2014, une ligne d'écoute donc gratuite. Hein. On avait un opérateur privé sur la place qui avait bien compris notre démarche et qui a accepté de nous suivre. Et ça a été une très belle expérience. Moi, à l'époque, j'avais eu la chance d'être formé à l'écoute ici par SIDA Info Service. Et j'ai pu mettre ce savoir-là au bénéfice de cette ligne. Voilà. Projet que nous relançons là cette année, si tout va bien, avant la fin du mois de février. Nous allons relancer cette ligne avec le partenariat de SIDA Info Service, avec l'ingénierie de SIDA Info Service. Voilà. Ah, mais c'est un très très beau projet. Tout à fait. Donc on a voulu former des écoutants locaux qui maîtrisent les langues locales, la culture et qui connaissent le territoire pour pouvoir répondre aux uns aux autres. Donc c'est des écoutants qui ont été formés pendant un peu plus d'une année par SIDA Info Service. Et donc là, on est arrivé au bout de cette démarche-là et le lancement est prévu d'ici avant la fin du mois de février. Super. Je profite, combien de langues, du coup, ça se parle à Mayotte ? Alors aujourd'hui, il y en a beaucoup parce que avec toutes les différentes communautés qu'il peut y avoir, mais sinon, normalement, il y a la langue mahoraise, la langue kibushi. C'est un mélange de malgache et de mahorais. Et puis, bien sûr, le français. Et toi, tu parles combien de langues ? Du territoire, je veux dire, pas en général. Du territoire, je parle le mahorais, je ne maîtrise pas le kibushi, mais je comprends un peu, j'arrive à baragouiner, comme on dit. D'accord. C'est pas celle que je maîtrise le plus, malheureusement. D'accord. Et tu disais, du coup, c'est un peu le début de l'association, elle est née dans les écoles, disons. C'est là que vous avez fait votre premier constat. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes encore présent dans les écoles ? Oui. C'est plutôt un travail de prévention que vous faites, du coup ? Nous sommes un peu partout. On a différents publics. On a le milieu, les jeunes, d'une manière générale, dans le milieu scolaire, le milieu festif, les soirées, etc. Le milieu carcéral, nous intervenons à la prison, à la maison d'arrêt, que ce soit au quartier mineur comme celui des adultes. Nous intervenons auprès des travailleuses et travailleurs du sexe. Nous faisons des maraudes. Et nous intervenons auprès de structures partenaires, nous intervenons auprès d'autres associations, avec un autre public, des adultes, des parents,
On trouve que c'est important et pertinent de sensibiliser ces deux groupes d'âge, parce que Mayotte, en fait, aujourd'hui, nous sommes le département le plus jeune de France par l'âge de la population. 60% de la population a moins de 20 ans. Ce sont les plus nombreux. Et ces 60% de la population sont un peu à la croisée des chemins aujourd'hui entre la modernité et la tradition. Il y a un décalage entre ces jeunes et leurs parents, voire les grands-parents. Et il est important c'est cette jeunesse qui est née avec comme une extension de leurs bras, les portables, etc., qui ont un autre schéma de pensée, etc. Et on a trouvé important d'essayer de mettre en place une passerelle entre ces deux publics-là pour faciliter ces questions qui peuvent être délicates en matière de santé sexuelle, etc. Est-ce que tu ressens, comme on ressent ici, que justement les jeunes considèrent, entre guillemets, que le VIH, ce n'est plus une pandémie, que la capote, c'est je cite, un truc du XXe siècle. Récemment, ils sont sortis des interviews où des jeunes disaient ça. Est-ce que tu as la même perception à Mayotte? Oui, mais cette perception-là, moi, je trouve qu'elle est normale. Elle est normale, tout comme aujourd'hui, on ne va pas loin. Aujourd'hui, tu vas discuter avec n'importe qui, là, du Covid. C'est dépassé. Parce qu'il y a eu un vaccin, parce que c'est bon, on peut vivre avec, en fait, aujourd'hui. Je pense que c'est la même chose avec le VIH. Nous apprenons à tout le monde que, en fait, il y a des traitements qui permettent aux gens de vivre normalement. L'espérance de vie, etc. À partir du moment où tu es sous traitement, tu n'es plus contaminant, tu vis ta vie normalement. Mais donc, il ne faut pas s'étonner si les gens, comment dirais-je, banalisent ça et ce n'est plus important, ça ne fait plus peur. Mais c'est ce que nous avions voulu, dédramatiser les choses, rassurer les gens qu'ils n'aient pas peur. Donc, il ne faut pas qu'on soit étonné si aujourd'hui, ils n'ont plus peur. Donc, moi, ces réactions-là sont normales pour moi. Et je dis, OK, maintenant, il faut trouver... il faut aller au-delà d'expliquer aux gens que, certes, on peut vivre normalement avec le VIH, ne plus être contaminant. Mais vivre sans, c'est encore mieux. Oui. Vivre sans, c'est encore mieux. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est éviter que les gens contractent le VIH pour qu'ils n'aient pas à faire tout le temps des prises de sang, pour qu'ils n'aient pas à prendre quotidiennement des cachets ou aujourd'hui, de plus en plus, des injections. Vivre sans, c'est mieux. Donc c'est ça le message, en fait. On peut vivre très bien avec, mais vivre sans, c'est encore mieux. Est-ce que dans les personnes, la population que vous suivez, est-ce que les gens injectables, du coup les long-acting, sont plutôt répandus dans la population? Alors, à Mayotte, pas encore. Ça reste encore sur une niche. Il n'y a que quelques patients, quelques usagers qui expérimentent pour l'instant, mais c'est pas encore quelque chose qui est étendu à beaucoup de personnes vivant avec le VIH, à ma connaissance. Mais pour manque à ton avis, de communication, d'intérêt, des besoins, pourquoi? Après, je pense que c'est les discussions qu'il peut y avoir entre le médecin et son patient, entre l'infectio et son patient. Les gens, peut-être que, je ne sais pas, n'ont pas encore... Enfin, moi, je trouve que c'est super
Peut-être c'est pas encore vraiment proposé, justement. Ouais, L'infectiologue ne le propose pas vraiment. Ouais. Moi, j'en parle en tout cas aux usagers que nous sommes amenés à accompagner, en leur disant que voilà, tu n'as plus oui, il faut prendre mon cachet. Là, c'est l'heure du cachet extra, donc c'est une injection, tu es tranquille pendant un temps. Après, voilà, c'est pas moi qui décide. Nous ne faisons que donner les éléments d'information, de compréhension, et à chacun de prendre ses décisions en connaissance de cause avec son médecin. Oui. Tout à l'heure, du coup, tu disais quelque chose de très important, on voudrait que ce soit la même chose aussi à Métropole, c'est-à-dire que c'est intégrer le message qu'on peut vivre avec les VIH. Une vie normale, on peut avoir des enfants, faire notre vie. Mais comment tu expliques du coup ça et la stigmatisation que j'imagine est encore plutôt présente à Mayotte? Il y a des personnes qui ne peuvent pas dire d'avoir le VIH. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que c'est forte cette stigmatisation ou c'est moi j'imagine qu'elle est forte, mais il y a d'abord ce que j'appelle moi de l'auto-stigmatisation. Parce que pour qu'il y ait stigmatisation, cela voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà témoigné de son statut sérologique et qu'il a été... Non. Il y a d'abord une forte auto-stigmatisation. Les gens s'auto-stigmatisent d'avance. Mais parce que je pense que c'est dû au fait aussi que nous sommes insulaires, un petit territoire. On dit souvent tout le monde se connaît, mais c'est une façon de parler. Mais moi, je connais beaucoup de gens, de couples, les deux sont séropositifs. Mais l'un ne sait pas pour l'autre. Ils n'osent pas se le dire. C'est dingue. Ils voient le même médecin, ils sont suivis par la même association, mais ils n'arrivent pas à faire par là de dire à l'autre, il y a encore cette peur. Alors, ça c'est pour ta femme ou pour ton mari. Imagine pour les autres. Donc aujourd'hui, le message est passé que, on en parlait tout à l'heure, cette dédramatisation a été faite. On continue toujours à œuvrer dans ce sens. Mais je pense qu'il y a encore besoin d'un peu de temps pour que les gens aient suffisamment confiance en eux pour assumer à 100% leur vie, leur situation. Et qu'il y a aussi un autre paramètre, c'est que toutes les conditions, à mon sens, ne sont pas réunies à Mayotte aujourd'hui pour que quelqu'un puisse dire « moi, je vis avec le VIH ». Je m'explique. Pour ça, il faudrait que il y ait des associations suffisamment solides pour pouvoir soutenir les gens, au cas où. Parce que si effectivement cette personne vient à se faire stigmatiser, discriminer, qu'elle perde son emploi, j'en sais rien, qui va la soutenir? Nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de soutenir toute la population, de soutenir quelqu'un qui on n'a pas les moyens encore aujourd'hui pour ça. Ça viendra, mais nous utilisons d'autres billets pour cela. On a une campagne d'affichage qui s'appelle la campagne Saint-Valentin, qui paraît tous les 14 février. Cette campagne a ceci de particulier qu'elle met en scène des vrais couples dans la vie qui font et la promotion de l'amour et la promotion du dépistage. Et c'est une campagne qui fonctionne très bien depuis 4-5 ans maintenant, parce qu'on a clairement vu le nombre de couples et d'hommes
qui vont se faire dépister qui a augmenté. Avant, c'était essentiellement les femmes qui se faisaient dépister à l'occasion du suivi de leur grossesse. Ce qui veut dire aussi que si elles n'étaient pas enceintes, elles ne prenaient pas l'initiative d'aller se faire dépister. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'hommes aussi qui font la démarche d'aller se faire dépister. Donc le message passe. Et puis à travers cette campagne, c'est aussi un moyen pour nous d'inviter ce sujet au sein de la famille. Qui dit couple, dit parents ou futurs parents. Donc toujours, je parlais tout à l'heure de passerelle. Chaque fois qu'on peut mettre une passerelle quelque part, on essaye de le faire. Oui. Tu as parlé de cette campagne, c'était justement ma question suivante, parce que aussi, on vous connaît, vous distribuez aussi des calendriers chaque année où il y a des photos des vraies personnes, d'ailleurs magnifiques, avec des robes, des femmes avec des robes colorées magnifiques. Et c'est des vrais couples, et ça c'est surprenant. Tu nous avais dit, quand je t'avais posé la question, que c'est des gens qui venaient librement poser pour cette campagne. Du coup, ils n'ont pas peur, entre guillemets, de mettre leur visage. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et c'est l'un des indicateurs pour nous qui nous fait dire que les choses bougent dans le bon sens. Parce qu'avant ça, il était inimaginable, impensable de trouver quelqu'un qui pose sur une affiche avec le mot VIH à côté. Moi, je me rappelle, à l'époque, les gens me disaient « Ouais, mais Monsef, ça ne va pas, non, c'est pour que les gens disent que j'ai le sida. Non, laisse tomber, c'est pas pour moi, ça. » Donc aujourd'hui, c'est pas des figurants, c'est pas des gens qui se font payer, ce sont des vrais couples qui viennent poser bénévolement. Et ça, c'est très beau. Tu disais justement tout à l'heure que grâce à cette campagne, il y a beaucoup plus d'hommes qui vont se faire dépister, parce que je crois d'avoir compris qu'aussi à Mayotte, l'infection est plutôt hétérosexuelle et sont plutôt des femmes qui sont porteuses du VIH. C'est bien cela ? Au moins, c'est ça qu'on a pu voir, peut-être parce qu'elles se font plus dépister. Voilà. Ouais, à cause de l'accouchement. Tout à fait. Ce sont plutôt des femmes qui se font le plus souvent dépister à l'occasion du suivi de leur grossesse. Mais qui dit femme enceinte, dit qu'il y a un homme au bout, forcément. Donc, si cette femme-là, elle est séropositive, il y a de fortes chances que l'homme qui est au bout le soit aussi. Sauf que lui, il passe sous les radars. Et voilà, donc ce message-là commence à passer, en disant aux gens que, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, on vit bien avec le VIH aujourd'hui, même si effectivement c'est mieux de vivre sans. Mais vaut mieux se faire dépister, savoir où est-ce que nous en sommes. Et comme ça, on est tranquille. Oui, tout à fait. Donc, d'où le message véhiculé par cette campagne. Nous, on s'aime, on se dépiste pour mieux se protéger. Donc, quand on aime quelqu'un, on fait tout pour le protéger. Celui qui ne protège pas l'autre, celui qui ne te protège pas, celui-là, il ne t'aime pas. Celui qui te fait prendre des risques, il ne t'aime pas. Quand on aime quelqu'un, que ce soit son enfant, que ce soit sa femme, son mari, son frère, peu importe, on fait tout pour le protéger. Attention, fais attention à ci, etc. Donc le dépistage est un acte d'amour. C'est le message que nous avons fait passer. Et dis-moi, parlons des oubliés. Tu m'as dit tout à l'heure que vous intervenez en prison. Oui. Est-ce que vous faites des trades en prison ou vous avez d'autres types d'accompagnement ? Alors, en prison, en milieu carcéral, en tout cas, nous ne faisons pas les trades. C'est l'UXA, le centre hospitalier, qui gère cette partie-là. Même si nous sommes en train de voir si on ne peut pas nous renforcer. Mais sinon, dans ce milieu-là, nous, on est plutôt dans de la sensibilisation. C'est des moments, en général, c'est 2 heures.
où on échange avec ceux qui sont là. Vous pouvez rentrer directement dans la prison en tant qu'association? Ah oui, avec les détenus ou en quartier mineur, avec ceux qui sont Et donc, nous parlons de ça, nous les sensibilisons, nous répondrons à des questions, nous faisons des mises en scène, etc., pour que les gens soient un peu plus responsables de leur sexualité. Voilà. Donc, nous parlons bien sûr de santé sexuelle, mais nous parlons aussi de tout ce qui est consentement, tout ce qui est violence, etc., qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit... voilà. Oui. Et avant de passer justement ça m'a fait penser à votre dernière colloque dont tu nous parleras tout à l'heure peut-être. Mais je voulais d'abord savoir, est-ce qu'il y a des communautés LGBTQIA+ visibles à Mayotte? Alors, il y a cette communauté-là s'affiche de plus en plus, mais il n'y a pas encore d'association qui s'affiche. Parce que se créer en association, c'est s'afficher, c'est dire « je suis ». Voilà, donc pour l'instant, c'est pas encore ça. Oui. Mais dans l'espace public, dans le milieu festif, effectivement, les gens vivent leur orientation sexuelle assez librement, même s'il y a des cas d'homophobie, d'agression homophobe, des fois, souvent, oui. Même si ça ne se sait pas. Oui. Voilà. Oui, ça ne s'affiche pas. Et vous avez récemment organisé une grande colloque sur 3 jours, je crois, justement sur la santé sexuelle, dans un sens vraiment plus large. Est-ce que tu veux nous dire un peu, parce que d'ailleurs, pour qui n'a pas pu assister, il y a la possibilité sur Internet de récupérer des parties, je pense. Alors, c'est la 2e édition du colloque Mayotte en santé. La première édition, c'était l'année dernière, mais à la base, ça devait être juste un one-shoot, comme on dit, puisque ça devait être... nous faisons partie maintenant de ce qu'on appelle les territoires sans sida. En métropole, vous avez vers Paris sans sida, Nice Bordeaux, ville sans sans sida, oui. etc. Donc on a Mayotte, département sans sida. Mais pour ça, il fallait que nous fassions un diagnostic territorial. Et le colloque l'année dernière servait de restitution de ce diagnostic, un diagnostic qui se déclinait sur 5 axes. La prise en charge médicale, le VIH, la politique sanitaire, la prise en charge sociale, le recueil des données épidémiologiques. Et puis le 5e axe m'échappe. Mais après, on s'est dit, mais c'est bête de faire ça là une fois, et puis voilà, on s'arrête alors qu'il ne se passe jamais rien de ce genre chez nous. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, ben voilà, on en fait un rendez-vous annuel. Ça nous permettra de nous rencontrer, de réfléchir sur le long terme, de rencontrer d'autres personnes aussi venant d'ailleurs, de partager des expériences, parce que nous ne sommes pas seuls dans le monde. Et voilà, et que de toute façon, le nom de notre association, c'est Luttons Ensemble, donc c'est avec les autres. Voilà comment c'est parti, mais on n'a pas voulu s'arrêter, se cloisonner uniquement à la santé sexuelle. Le colloque se décline dorénavant sur 3 axes, la santé sexuelle bien sûr, mais aussi les addictions et les maladies infectieuses émergentes. Donc l'année dernière, effectivement, c'était sur 3 jours, en simultané, sur 3 espaces différents. En visio, en présentiel, il y avait un espace santé sexuelle, un espace maladies infectieuses émergentes, un espace addiction. Et l'année dernière, on a eu la chance et l'honneur, sincèrement, que le colloque soit ouvert par
de grandes et belles personnes, Françoise Barré-Sinoussi, Christine Katlama et Yazdan Pana de l'ANRS. Et il y a eu, franchement, on est très contents parce que tout au long de ces 3 jours, il y a eu de très beaux échanges. Quelle que soit la session, quelle que soit la thématique, on a essayé d'ouvrir des fenêtres un peu partout. On a ouvert des fenêtres en Martinique, en Guyane, dans la région océan Indien, des fenêtres bien sûr en métropole, etc. Donc l'idée c'est celle-là, c'est de se dire aujourd'hui, et ça c'est la Covid qui nous a appris ça, avec la visio, voilà. On est même dans l'océan Indien, on se croit mais perdu, machin, mais on peut être en connexion avec tout le monde, un peu partout dans le monde, et nous sommes dans cette dynamique-là. Et pour qui voudrait récupérer les actes du colloque, ils sont accessibles sur Internet? Oui. Nous avons un site www.narikemsada.fr, que ce soit les actes, mais aussi tout le colloque en vidéo. Oui. Et voilà. Tout à fait. Alors, on va vers la fin de cette fenêtre, de cette focus qu'on a dédié à Mayotte. Est-ce qu'il y a quelque chose, Monsef, dont tu voudrais parler, qu'on a oublié de citer ou d'approfondir assez? Dire qu'il y a un contexte épidémiologique à Mayotte actuellement qui est très délicat. Il y a une alerte VIH, on n'en parle pas. Ça a été abordé justement pendant ce colloque-là. Ça a été présenté en novembre dernier lors de la SFLS. Alors que nous sommes en sous-dépistage à Mayotte, les chiffres font peur. On a quand même plus de 25% de personnes dépistées déjà au stade SIDA. Et que clairement, plus que jamais, le message c'est dépistage. Donc c'est... et puis pour peut-être un dernier mot plus joyeux, Oui. qu'il pleuve et qu'il pleuve encore, Oui. que nous ayons beaucoup d'eau. Voilà. Absolument. C'est ce qu'on souhaite, mais surtout on souhaite que les politiques publiques fassent le nécessaire pour que ça n'arrive pas à des situations extrêmes comme celles que vous avez dû vivre. Tout à fait. Je parlais tout à l'heure du lancement de notre ligne d'écoute là, d'ici fin février, mais là en début février, nous allons lancer un autre dispositif. On a une unité mobile de dépistage, donc qui va aller au plus près de la population pour proposer du dépistage, que ce soit le dépistage du VIH, mais aussi tout ce qui est tension artérielle, hypertension artérielle, diabète, etc., etc. Donc il y a des communications qui sont en cours, mais comme je le disais, dépistage, c'est gratuit, c'est anonyme bien sûr, et surtout c'est rapide. Donc en moins d'une minute, on peut se faire dépister et être fixé sur sa situation. Et c'est très bien, c'est important. Merci beaucoup. Merci à Monsef, directeur de l'association Narikem Sada, qui est venu depuis Mayotte. On l'a eu au studio. Merci beaucoup. Merci Christina. Et bon retour à Mayotte. Encore une coucou à notre association Mayotte FM. Alors, vous êtes toujours à l'antenne de Vivre avec les VIH. J'ai choisi un morceau traditionnel de Mayotte. Désolée pour les personnes de Mayotte qui connaissent plus que moi la musique. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé, mais pouvez peut-être commenter sur notre site internet et nous proposer des musiques plus actualisées sur cette île très jeune. À tout à l'heure.
Amengo na shifuka kwetu oyaye Dodo ailolo Dodo ailolo Katika imre unave Sari wajua Edi mimba sini wata mame Nakagawa mani mani kwetu Nifinge lapita ni mama Nifinge afundi kwetu Sabu kibuku marare Kamara kumisi jeki kweki Sabu luwa kumarare mama Kamara kumisi kumba mama Oyaye Dodo ailolo Dodo ailolo Kadira imre unave Sari wajua Wedi usini susuta Tabibu wafundi kweli Umuhimu de unono mama Iwamizana wawe kweli Oyaye Dodo ailolo Dodo ailolo Katika imre unave Sudani wajua Et de Mayotte, on revient vivre avec les VIH. C'est le moment des annonces du cœur. Je vous lis quelques dernières annonces apparues sur notre site internet. Salut, je suis un Ivoirien de 48 ans avec une situation professionnelle stable. Célibataire avec une fille vivant avec sa mère. Je suis célibataire, établi en Côte d'Ivoire où j'exerce. Et ouvert d'esprit, je cherche une femme libérée dans la tête, disposée à croquer la vie à plein dents, complice libertine, plaisantine, s'abstenir, qui me reçoit au plaisir de se retrouver. Salut, je suis un jeune homme sérieux, je suis séropositif depuis 2011. J'aimerais trouver une âme sœur pour vivre une vie normale, heureuse, avec quelqu'un sans jugement. Célibataire depuis 6 ans, j'aimerais trouver quelqu'un à qui va combler mon cœur. Recherche une fille musulmane aimant les enfants comme épouse, confidente pour la vie des couples.
bonjour, je suis une Africaine vivant au Maroc, j'ai 50 ans bientôt. Je cherche un homme mûr, séropositif, gentil, aimant pour une relation et plus. Je suis mère. Pour en savoir plus sur moi, merci de me le demander par message privé. Je suis une femme simple de 1m64, enrobée, peau mate. Voilà, ça c'était quelques dernières annonces apparues sur notre site internet, mais je vous laisse, du coup, si vous êtes intéressé, vous inscrire sur notre site avec une adresse mail valable. Une fois enregistré votre compte, vous pouvez écrire votre première annonce qui sera validée par nos soins. Ensuite, vous pourrez échanger avec les autres membres. Et pour terminer l'émission d'aujourd'hui, j'ai quelques infos de la semaine à vous partager. La clé de la rémission du VIH, commencer les traitements très tôt. Alors, on parle d'une recherche. Initier les traitements à 4 semaines après l'infection permettrait de contrôler les virus sur le long terme suite à l'arrêt du traitement antirétroviral suivi pendant 2 ans. Ces résultats ont été publiés dans la revue Nature Communication le 11 janvier 2014 et ce sont les résultats d'une collaboration des chercheurs. Nous avions déjà eu l'étude de la cohorte Visconti dans laquelle 30 sujets participants ont bénéficié d'un traitement précoce et, une fois arrêtés les médicaments, ils ont gardé une charge virale indétectable jusqu'à même 20 ans. La nouvelle étude qui a apporté une preuve ultérieure de cette force du traitement précoce. On constate que le traitement précoce maintenu pendant 2 ans optimise le développement des cellules immunitaires. Elles peuvent acquérir une mémoire efficace contre les virus pour éliminer naturellement lors du rebond viral après l'arrêt du traitement, ils disent les chercheurs de l'Institut Pasteur. Ces résultats confirment la nécessité du dépistage précoce et la prise en charge le plus tôt possible des personnes vivant avec le VIH. Un début du traitement 6 mois après l'infection, délai qui montre une perte d'efficacité dans notre étude, est déjà considéré comme très court par rapport à ce qui se passe en clinique actuellement, où la plupart des personnes avec les VIH démarrent leur traitement des années après l'infection à cause du dépistage tardif, remarquent les chercheurs. L'effet du traitement précoce sera double, il continue. Au niveau individuel, car le traitement précoce empêche la diversification du virus au sein de l'organisme et préserve et optimise les réponses immunitaires contre les virus. Au niveau collectif, car il évite la possibilité de transmettre les virus à d'autres personnes. L'AME respecter l'éthique dans la santé. Dans un communiqué de presse, Jean-François Delfraissy, président du Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, appelle à respecter les grands principes éthiques en matière de santé. Ces communiqués est une réaction au récent texte de la loi Asile et Immigration et aussi à la promesse de l'ancien Premier ministre d'attaquer l'AME en 2024. Nous lisons dans les communiqués, Jean-François Delfraissy alerte sur un préoccupant manque aux valeurs fondamentales de fraternité, d'équité essentielles au bien-être de tous, qui pourrait entraîner les restrictions apportées à la prise en charge médicale des étrangers résidant en France et leurs difficultés accrues d'accès au traitement, à l'hébergement, notamment pour les plus vulnérables souffrant de problèmes médicaux sévères. L'AME a été retirée de la loi votée, mais son éventuelle évolution devrait faire l'objet d'un débat parlementaire suivi des décrets spécifiques. Le président du CCNE insiste sur la nécessité de cette aide cruciale pour les étrangers en situation régulière et affirme que toute modification substantielle de l'AME constitue un non-sens médical et économique, tant au plan individuel que celui de la santé publique. Adopter une approche préventive
évite de surcharger les systèmes de soins, réduit les coûts et diminue les risques des maladies transmissibles, préservant ainsi la santé des Français. Et nous sommes arrivés à la fin de Vivre avec les VIH de cette semaine. Si vous voulez récupérer l'émission d'aujourd'hui, en début, nous avons parlé de Mayotte. Nous avons eu un plateau Monsef, des directeurs de l'association Narikem Sada, avec nous a fait un portrait très approfondi de Mayotte. Je vous conseille de le récupérer en podcast. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Portez-vous bien, à bientôt.